Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que je vais peut-être appeler relecture ou quelque chose comme ça. Avec la sortie du tome 14 de l'Atelier des Sorciers, je me dis que ça serait sympa de revenir un peu sur les 13 premiers tomes pour que les gens comme moi ou qui ont un peu du mal aussi à se rappeler des événements des différents tomes puissent avoir un petit rappel assez rapide en vrai de ce qui se passe dans chaque tome et être prêt pour la sortie du prochain tome. C'est vrai que surtout pour l'Atelier des Sorciers où on a quasiment un tome par an, c'est assez difficile de se rappeler toujours un peu des événements. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une série un peu comme ça pour se rappeler un peu des événements et faire une sorte de petit souvenir aussi assez rapide de tous les tomes pour ceux qui aimeraient un avis par exemple rapide ou un détail de certains tomes. Ça peut servir à ça. Donc on va commencer déjà avec le tome 1. Donc on va découvrir un peu l'histoire de Coco, qui est une jeune fille vivant avec sa mère couturière dans un coin reculé en montagne. Coco, elle est grande fan de magie depuis qu'elle est toute petite et rêve d'en pratiquer, mais on lui a toujours dit que c'était impossible parce qu'on n'est pas on ne devient pas magicien, on le naît. Mais un jour, un magicien va passer dans sa boutique et va demander de s'isoler pour réparer un carrousel qui a été cassé en pratiquant la magie. Coco, un peu trop curieuse, va découvrir qu'en réalité, la magie se pratique par le dessin. Donc elle est fou de joie, elle essaie de reproduire un peu des dessins dans les livres magiques qu'elle avait reçus en étant enfant. Mais vu qu'elle est un peu dans l'ignorance, elle va utiliser un sort interdit qui va piéger sa mère dans une sorte de prison de pierre, ce qui va obliger le sorcier qui était venu, qui s'appelle Kifré, à intervenir et lui laisser seulement deux choix, soit voir sa mémoire effacée, qui est un peu la règle pour les gens qui voient comment on pratique la magie, ou bien devenir une apprentie sorcière pour apprendre la magie et trouver comment briser le sort qui retient sa mère prisonnière. C'est comme ça qu'on va découvrir un peu dans le premier chapitre l'histoire d'une jeune humaine qui va essayer d'apprendre et de devenir magicienne. Je trouve que c'est une belle introduction à l'univers avec un style féerique de l'autrice Kaome Shirahama, qui lui propose déjà un travail sur des compositions de planches douces et enchanteresses. Le reste du tome continue un peu à nous plonger là-dedans, nous présentant très vite un peu les camarades aussi de Coco et l'atelier de Kifré. On va notamment vite apprendre à connaître sa camarade de chambre Agathe. On voit que c'est pas forcément, elle voit pas d'un très bon œil l'arrivée d'une novice qui va l'obliger à passer des tests pour devenir magicienne. Un test que Coco va réussir, malgré quelques difficultés, vu qu'elle n'a jamais pratiqué la magie, elle va surtout voir un peu avec ce qu'elle se rappelle et ce qu'elle a vite fait vu. Mais ce qui va quand même lui mettre des étoiles blanches plein les yeux et voir vraiment de quoi est capable la magie et ce qui permet de sauver quasiment ou même d'enchanter un peu les gens. On se rend ensuite dans la ville de Karn, qui est un peu une ville de sorciers, pour que Coco puisse acquérir une baguette et apprendre aussi un peu quelques éléments sur la magie. On apprend notamment au niveau des arbres, un peu des arbres et de l'encre qui est utilisée pour faire ça, ainsi que l'impact des flèches qui provient de l'encre magique. Coco et les autres disciples vont se retrouver par contre un peu téléportés dans une autre ville après avoir poursuivi la personne qui avait donné le livre magique à Coco quand elle était petite. On termine comme ce tome avec une très belle façon avec nos Zéorines perdues qui doivent faire face à un dragon géant dans une très belle planche. Outre l'univers, j'ai beaucoup aimé que ce tome de début avec la rivalité entre Coco et Agathe vont voir grandir au fil de la série et les pousser à apprendre l'une de l'autre. Dans le tome 2, on retrouve Coco et les apprentis qui essaient du coup de sortir de la situation peureuse dans laquelle elles se trouvent face à un dragon. Elles collaborent pour trouver un sort et s'en sortir. Elles commencent à voir un peu les caractères de chacun. Agathe avec son sang-froid, Tétia la créative, Triss un peu Triss l'appliquée et Coco la persévérante. Chacun essaie de donner un peu du sien en réussissant à améliorer le sort de Tétia qui crée une sorte de nuage géant pour endormir le dragon et se faire sauver ensuite par leur maître qui a essayé à retrouver leurs traces. Le mec de la confrérie de Capéchon donne aussi une sorte de cadeau à Coco, mais on ne sait pas forcément encore trop ce que c'est après avoir un peu jeté tout ça. À la suite de cet événement, en rentrant chez eux, on va faire la rencontre de Olugio, qui est un fabricant d'artefacts, c'est un grand ami de Kifré, qui préférait envoyer Coco à la milice magique, qui est un peu la sorte de police de ce monde, au lieu de la laisser dans l'atelier. Il va quand même commencer à apprécier Coco lorsqu'il verra que cette dernière éprouve un grand intérêt pour ses créations. Mais on n'a pas trop le temps de traîner puisque nos héros vont devoir aller sauver une calèche tombée dans une rivière à cause de la pluie. Un passage où Agathe va vouloir montrer ce qu'elle est capable et qu'elle est devenue un peu plus mature aussi en pratiquant la magie en cachette devant les gens normaux, après avoir assisté au sauvetage par son maître. Custas, l'un des personnages sauvés, va se retrouver enseveli sous la rivière après Coco. Va se retrouver près de la rivière avec Coco qui essaie de récupérer une partie de son matériel qui était tombé. Agathe va essayer de faire une sorte de diversion en laissant le temps libre à Coco de réaliser un sort transformant la roche en sable et sauver Custas qui était piégé là-dessus. Mais alors qu'elle croyait avoir rétabli la situation, la milice magique arrive et emprisonne Coco et Agathe en voyant que toute la rivière a été transformée en sable. Et du coup, la tension qui commence à s'installer un peu dans ce tome autour des apprentis sorcières qui doivent essayer de cacher leurs mains pour pas montrer aux autres
comment est fait et utilisé la magie. On voit aussi que les ignorants pensent que les sorciers sont capables de tout et n'importe quoi avec la magie et qu'il leur suffit limite d'un claquement de doigts pour réussir à les sauver. C'est représentatif, je trouve, du manque d'informations qu'on peut avoir dans de nombreux métiers de notre monde également. Dans le tome 3, Kifré arrive et essaie de dissiper un peu les doutes auprès de la milice magique qui affirme que Coco n'aurait jamais été capable de transformer totalement la mer en sable avec les connaissances qu'elle a actuellement et le matériel que Kifré leur a fourni. Isret, le chef de la milice magique, a du mal un peu à y croire et va mener un peu son enquête. Et en attendant, il s'occupe des gens un peu blessés, qui est un peu la priorité du coup de la mission. Enfin, du mieux qu'il peut, parce que la magie ne peut pas forcément soigner les gens, et la milice va emmener Custas, l'enfant qui était pris un peu sous la roche, jusqu'à un médecin pour pouvoir essayer de soigner ses jambes qui ont été écrasées par le rocher, donc on ne sait pas encore vraiment s'il va bien s'en sortir. Enfin, Sacrifié remarque quelque chose de bizarre avec l'encre magique de Coco. Il décide de retourner à Cannes pour demander conseil à Monsieur Nournois, qui est celui qui leur a fourni un peu l'encre magique. Tandis que Coco va faire plus en plus connaissance avec Tarta, qui est le disciple et le petit-fils de Monsieur Nournois. En avant, Tarta est atteint de l'argentine, une sorte de maladie qui fait que ses yeux ne voient pas le monde en couleur, il voit seulement le monde sous une couleur argentée. Donc un sérieux handicap pour lui en plus qui a des familles de sorciers et qui l'empêche d'en devenir vraiment un. Après une petite mésaventure à la fin du tome, Coco va quand même l'aider à pratiquer un sort qui va lui permettre de faire revenir en arrière les ingrédients de leur remède, pour pouvoir deviner de quoi il s'agit, pour pallier un peu aux soucis de couleur qui manquent, pour parler aux soucis de couleur ou le fait qu'il manque peut-être parfois des étiquettes dans son côté un peu plus d'apothicaire. C'est cool de voir en tout cas Coco aussi émerveiller Coco devant ce que la magie est capable de faire. Je trouve que c'est un point très intéressant. Autre point marquant du tome, on a Kifré qui a découvert que le flacon contient un indice pour trouver la trace de la confrérie de Capuchon. Il décide de garder ça secret comme s'il avait une raison personnelle de les poursuivre. Bon, c'est pas encore forcément trop ce que c'est. Coco a aussi réparé les chaussures volantes d'Agathe et lui explique sa détermination pour apprendre. Et on les voit se rapprocher de plus en plus. On a un peu plus sur le fonctionnement des sorciers avec une série de 5 épreuves qui leur permet une série de 5 épreuves et une partie de la carte du continent qui leur permet aussi de voir un peu les étapes nécessaires pour devenir sorcier. Coco et ses amis ont déjà réussi du coup la première épreuve, qui était ce que Coco a fait directement dans le tome 1. Olugu a réussi la 4e quant à lui, ce qui lui permet d'être considéré comme un vrai sorcier. Et Maître Kifré, quant à lui, a réussi la 5e, qui lui permet de prendre des apprentis sorciers. On voit un peu plus l'univers s'étoffer et les règles qui régissent les magiciens dans ce monde. Dans le tome 4, Agathe et Tis vont passer la 2e épreuve, qui est un peu le chemin des chevaliers, qui consiste à traverser une grotte du serpent sur le cap de Romonon, en escartant des merflons, alors c'est des sortes de manchots, pour les aider à prouver ce que des non-magiciens peuvent aider pour prouver qu'elles peuvent accompagner des non-magiciens sans être vus en utilisant la magie. Elles sont accompagnées de Yini, un autre apprenti sorcier, pour qui le professeur, son maître Kurkro, va s'éclipser un petit peu durant le travail. Donc il nous explique que Yini a déjà fait le test plusieurs fois et qu'il a échoué à chaque fois. Donc il ne veut pas forcément trop prendre du temps avec ça. Ils sont supervisés du coup par Alga, qui est une autre magicienne qu'on a déjà pu avoir ce soir dans le tome 1 avec Kifré. Durant l'épreuve, on va nous approfondir aussi un peu le personnage de Triss, on apprend qu'elle a été dans un autre atelier et qu'elle n'allait pas forcément suivre les règles imposées par son professeur et les manuels. Elle va seulement utiliser les propres sorts qu'elle a créés pour résoudre les problèmes. On voit le décalage avec Yini, qui lui par contre est plus quelqu'un qui suit les règles en pensant que chaque problème a une solution bien précise. Alors qu'ils continuent l'épreuve, ils sont attaqués par un membre de la confrérie du Capuchon. Leur attaque leur fait rien et en protégeant Agathe, Yini se va transformer avec un sort interdit. Il fait fusionner avec sa cape et le transformer en loup cailleux. Il perd le contrôle lui-même pendant qu'Agathe fait diversion. Triss arrive à s'enfuir vers la sortie. De leur côté, Coco, Kifré et Tatia se font attaquer à l'entrée par le chemin qui forme un serpent et les fait tomber sous terre et rencontrer des statues de fer qui lancent un peuple de Ronomon qui était transformé là par magie. Je trouve vraiment dans ce tome 4 que le style de Triss s'est nettement amélioré. On voit notamment avec la page où Yini se transforme en loup écailleux, qui est vraiment magnifique. Je trouve vraiment c'est à partir de ce moment-là que le style de dessin évolue et devient de mieux en mieux. L'attention aussi de nouveaux examens montre aussi à son comble avec des rebondissements qui arrivent plus vite que prévu. On marque aussi le début d'une relation entre Triss et Yini. Dans le tome 5, on apprend que Kifré combat les statues de fer en protégeant Coco et Tatia. Comme il est blessé, qu'un sorcier n'est pas vraiment formé au combat, il a un peu de mal à gérer tout ça. Mais Tatia va essayer de le raisonner et de vouloir répondre à une devinette pour sauver la peau de son professeur.
Coco arrive à trouver la réponse sur la chose que les habitants de Romanum ont perdu quand ils ont été transformés en statue. Il s'agit de la sérénité, qui représente la chaleur d'avoir perdu un endroit pour vivre. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous montre un peu que la magie peut aussi prendre des choses et pas seulement les créer pour aider les autres. Enfin, les statues se laissent fondre, laissant la vie à nos héros. Du côté de Triss, elle a réussi à sortir de la grotte alors qu'elle cherche une solution pour aider Agathe rester là-bas. Elle tombe sur le carnet de Yini qu'elle lui avait donné et se rend compte que même s'il avait créé des sorts qu'on peut retrouver dans les manuels, il les a quand même un petit peu modifiés pour ajouter des traits pour pallier à ses faiblesses comme le manque de puissance par exemple. Mais c'est un petit flashback avec son ancien maître où Triss préfère dessiner des sorts qu'elle aime plutôt que faire comme son frère Ririfin qu'il avait toujours encouragé à finir qui avait toujours encouragé et qui finalement a fini par rentrer un peu dans le moule en suivant les consignes qu'on lui avait enseignées. Finalement, elle se dit que c'est qu'elle peut peut-être aussi suivre les sorts du manuel, mais ajouter sa petite patte pour quand même les rendre uniques à son image, comme l'a fait un peu Illini du coup. On assiste à un passage avec la milice magique assez rapide qui se questionne sur le retour du maître Coco, alors que son élève était censé passer l'épreuve. On découvre les différents membres de la milice magique avec leurs noms. Il y en a aussi qui sont pas mal occupés par le festival de la nuit et l'argent qui approche et qu'on découvrira dans les prochains tomes aussi. Avec de nombreux visiteurs d'ailleurs qui sont prévus pour y aller. On est ensuite vite fait de retour sur le groupe de Coco qui essaie de sortir sous terre en aidant leur professeur blessé et qui retrouve Algra, l'examinatrice de l'épreuve qui a été emportée par le membre de la confrérie de Capuchon qui a attaqué nos héros. Yini se transforme en loup et il essaye de sauver un petit peu Agathe. Ensemble, ils vont créer un sort qui annulera la transformation de Yini, mais ça ne marche pas totalement parce que Egwen, le membre de la confrérie de Capuchon qui avait donné le livre à Coco, qui pousse un petit peu Coco à utiliser la magie interdite en créant une amulette qui permet de retransformer Yini. Coco réussit à retourner un petit peu la situation pour pas créer le sort elle-même en récupérant directement l'artefact créé par Egwen sans utiliser la magie interdite. Ce qui fait que les deux membres de la confrérie de Capuchon qui étaient venus partent tous les deux après avoir retenu par Kifré et Ulugio qui les a rejoints grâce au portail qui a créé Triss. Bon, ça ne termine pas vraiment bien parce que du coup pour éviter que Yini a sa mémoire effacée à cause de la magie interdite, il décide de prendre un portail pour s'enfuir avec le prof Algara qui veillera sur lui en attendant et pendant que Coco et compagnie trouveront une solution durable pour libérer de la malédiction. Une fois partis, nos héros rencontrent la milice magique qui les escorte jusqu'au quartier général des sorciers pour soigner Kifré qui est complètement blessé et faire le point sur la situation qui vient de se passer. Dans le tome 6, nos héroïnes arrivent à l'Académie des sorciers pour aller soigner le professeur, pour aller soigner Kifré. Pendant ce temps, Olugio et les filles rencontrent l'un des trois sages, Beldadut, le sage de l'enseignement, qui leur explique un peu ce qui s'est passé, en cachant bien sûr le départ de Yini et le fait qu'il ait été atteint par une magie interdite. Le sage propose également à nos héroïnes de leur soumettre une épreuve pour compenser les encombres qu'ils ont subis. Ils vont devoir essayer de surprendre par leur magie Beldarut, sachant que c'est le mage de la magie, donc c'est loin d'être gagné. Une tâche loin d'être facile car c'est l'un des plus grands magiciens et créateurs de nombreux sorts. Elles essaient d'abord avec leur sort en solo qu'elles connaissent, mais ça marche pas vraiment, elles ne sont pas vraiment à l'impressionner. Mais avec Coco, elles vont réussir à unir un petit peu toutes leurs forces et créer une sorte de parapluie magique qui crée des arcs-en-ciel sous l'océan sans forcément le vouloir. Donc comme montre à Beldarut, ce qui est magique n'est pas forcément toujours un effet auquel on aurait pensé, vu que les arcs-en-ciel n'étaient pas un effet prévu de ce sort. Surpris par ce sort, Beldarut propose à Coco d'ailleurs de devenir son apprenti à l'académie pour la protéger de la confrérie de Capuchon. Et Coco découvre aussi durant ce tome l'académie magique qui l'émerveille avec tout ce qu'elle peut voir. On dit qu'elle creuse également le passé d'Agathe Acrome, on apprend d'ailleurs son nom de famille. On apprend qu'elle a été bannie de la famille Acrome pour avoir volé une sorte de sort. On ne sait pas encore vraiment plus et si c'est quelque chose d'avéré. Donc bon, c'est plus des informations qui circulent comme ça, mais Coco a du mal à y croire. Elle préfère vraiment, c'est pas la Agathe qu'elle connaît, donc elle refuse de croire qu'elle a carrément volé un sort de sa famille et qu'elle a été bannie pour ça. Dans le tome 7, alors que Beldarut a proposé à Coco de devenir son apprenti, cette dernière réfléchit un peu et on apprend que Kifré est également l'apprenti de Beldadut. On découvre le passé de Kifré qui a été retrouvé enfui dans un cercueil sous terre en pleine forêt, la mémoire effacée et un œil arraché par la confrérie de Capuchon. Et on comprend que c'est un peu pour ça qu'il essaye de retrouver leurs traces grâce à Coco. Mais Coco, en apprenant que son maître a échoué par le passé, a trouvé ce qu'il recherchait du coup à sauver un peu et trouver un peu la confrérie de Capuchon. Et que la magie n'est pas forcément toute puissante, qu'elle a aussi des faiblesses, commence à douter un peu pour trouver une solution à sauver sa mère pétrifiée.
Elle se rend donc par une fenêtre portail vers la tour bibliothèque, là où elle est censée retrouver la réponse du sort interdit qui a piégé sa mère, qui contraint Kifré du coup à partir et la sauver du danger. Il se réconforte aussi en lui disant que la bibliothèque n'est pas une fin, mais Kifré la réconforte en lui disant que la bibliothèque n'est pas forcément une fin, ne lui donnera pas totalement la solution, mais sera plutôt la première étape qui lui permettra de trouver la solution et aider sa mère qui est en danger. Il aidera ensuite à choisir un chemin entre soit aller à la tour ou partir vers l'académie, mais Coco décidera de sauver son maître, de parcourir son chemin avec lui, donc d'apprendre la magie avec son maître et de repartir à la tour bibliothèque pour trouver une solution ou trouver une nouvelle étape pour aider ensuite sa mère. Une fois de retour à la maison, Kifré et Luguio vont se faire avoir une petite discussion sur le vrai but de Kifré. On va apprendre que sa vue baisse fortement et qu'il est obligé d'utiliser un sort sur ses lunettes pour augmenter un peu sa vue. On va avoir le droit à un flashback de Luguio qui, plutôt lorsque Kifré se faisait soigner et régler un peu une affaire dans un château où l'inégalité entre les gens perdure. On nous permettra aussi de découvrir deux nouveaux personnages qu'on verra par la suite, donc le maître Ayart et son apprenti Suvi, qui ont une petite importance dans plusieurs tomes. Ensuite, durant le tome 8, Tarta va rendre visite à Naorine pour leur demander si elles peuvent les aider à tenir ensemble lors du festival de la Nuit d'Argent. On a commencé à entendre parler il y a 2 tomes quasiment. C'est un festival qui a lieu sur 4 jours et qui permet aux magiciens de faire étalage de leurs artefacts et de les commercialiser. Kifré hésite un peu avec tout ce qui s'est passé dernièrement, mais je dis que ce serait quand même une bonne expérience pour les filles. On se retrouve du coup au village de Karn pour amener Tarta. Coco trouve Custas aussi, l'enfant qu'elle avait sauvé de la rivière dans le tome 2, qui se déplace maintenant avec une chaise magique, parce qu'il ne peut plus utiliser ses jambes depuis l'accident. Tarta essaie d'apprendre également aussi la médecine, qui est censée être interdit pour les sorciers, ils ne sont pas censés apprendre la magie, parce que c'est un truc réservé plutôt aux humains. Il apprend quand même un peu en cachette pour essayer de trouver quelque chose pour soigner Custas. Mais finalement, avec Coco, ils vont décider de se creuser un peu les méninges pour lui permettre de se déplacer plus librement sans fauteuil. Ils vont faire plusieurs essais qui vont nous permettre de créer une cape magique qui lui permettra de flotter, voire même de voler un petit peu dans les airs à la manière de certains sorciers. Ainsi, plus de problème pour se déplacer, même si ça ne guérit pas entièrement ses jambes, ça lui permettra quand même à Custas de mieux se déplacer et revivre une vie un petit peu plus normale. Et tandis que Coco se dirige vers le festival de la Nuit d'Argent, on retrouve Custas qui finalement avec Darda se retrouve sur les routes et est attaqué par des bandits que Darda avait volés pour essayer de récupérer de l'argent. À la fin de l'affrontement, Darda meurt et on voit une mystérieuse jeune fille qui se présente à Custas et lui propose de soigner avec l'aide d'un sang interdit qui permettra de revenir dans le temps. On propose également à Custas, propose également à Custas ce que c'est un peu la vraie magie qui commence alors à ajouter. Mais pourquoi est-ce que mes amis m'ont pas montré ce sort qui permettait de remonter le temps et peut-être même de soigner mes jambes, ou qu'il y a même des sorts qui permettraient de soigner mes jambes. Il commence un peu à douter là-dessus, il se dit attends mais les sorciers nous cachent peut-être quelque chose, il a l'air de partir dans un mood assez différent. Donc ce fantôme fait assez un peu flipper, j'avoue qu'on est quand même dans un événement un peu plus majeur sur un personnage là qu'on a appris un peu plus à connaître et qui avait l'air gentil, qui finalement voit que la magie, il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées et des choses que les gens ne vont pas forcément savoir, donc ça me met un peu en rogne. Dans le tome 9, Neuzerine arrive au festival après un long voyage. On a pu voir un peu les interventions, on a pu voir un petit peu les inventions qui présenteront et essaieront de vendre. Une belle mise en scène aussi avec les pages sur la présentation d'un nouveau chapitre, un peu à la manière d'un livre qui commence, mais aussi avec le parcours de la ville sous forme d'un jeu de société. Je trouve ça un point assez intéressant du tome. On nous présente également les événements qui se déroulent sur Château d'Erest, le lieu où vit le roi et est protégé par une barrière qui empêche l'utilisation de la magie ou d'artefacts à l'intérieur. On nous présente aussi les 3 grands sages des sorciers qui ont été invités pour parler politique avec les 5 souverains du royaume. Ces derniers leur demandèrent de l'aide pour joindre leurs forces en combat, parce que les sorciers refusent pour éviter les tragédies passées qui avaient mené la magie à être utilisée à de mauvais escients. On fait aussi la rencontre de la majesté d'Inlerdi, le roi insulaire, et qui ressemble malgré son apparence droit, semble cacher quelque chose avec l'écophoblerie. C'est aussi un peu chamboulé parce qu'il y a un nouveau sage de l'amitié qui a été désigné avec Ragra, alors que l'ancien sage Gengin, on voit qu'il a été accusé avec vraiment des preuves du fait qu'il aurait donné des passe-droits à certains dirigeants contre des faveurs et il était démis de ses fonctions. C'est un truc assez spécial parce qu'on nous présente un sage qu'on ne connaissait pas forcément et l'ancien qui apparemment aurait fait des choses qui n'étaient pas forcément très légales. On sait que le côté des sorciers n'est pas forcément toujours très droit. Il y a même des gens alors qui essaient peut-être de faire ça par leurs propres intérêts.
Lors de leur patrouille, la milice magique va partir à la poursuite d'un vendeur d'artefacts d'un vendeur d'artefacts interdits, et plus précisément des lunettes qui permettent de voir sous les vêtements. On va apprendre un peu sur l'une de ses membres, Lulucie, qui est un peu la seule femme de la milice magique qu'on connaît. Et on a pu voir par le passé qu'elle a été victime d'une agression par une personne de haut rang. Un drame qui a essayé d'être mis sous silence, mais qui, grâce à l'intervention de la milice magique, et plus précisément aussi de leur chef Isret, la vérité a pu être révélée, ce qui aura poussé Lulucie à rejoindre la milice. Un sujet délicat, je trouve, sur ce chapitre, mais qui n'est pas forcément mise en scène non plus gratuite avec cette agression. C'est important de voir aussi que l'autrice arrive à traiter ce genre de sujet. On apprend ensuite après que Darda est en ville à la recherche de Custas, tandis que de ce côté, Coco, avec son invention de la cape volante, a un succès fou, elle ne s'attendait pas forcément. On va avoir plus un peu d'enthousiasme aussi sur une petite fille qui aimerait, pareil, qui lui demande un peu à Coco si elle pourrait essayer de devenir magicienne quand elle sera plus grande. Coco, sachant pas forcément quoi répondre, va être un peu prise de tout à ce moment-là, parce qu'on lui rappelle la situation qu'elle avait également vécue lorsqu'elle était enfant. Qu'est-ce qu'elle peut répondre? Est-ce qu'elle pourra dire que oui, effectivement, elle ne pourra jamais devenir magicienne? Ou alors au contraire qu'effectivement il y a un moyen de devenir magicienne, parce qu'en vrai aucune des réponses n'est vraiment vraie, parce que la petite fille effectivement pourrait devenir magicienne comme Coco, mais vu que c'est interdit, que les humains ne peuvent pas prendre la magie, ben ça sera, en fait elle pourra jamais le devenir non plus. Et seulement que Tarta va croiser la route de Custas, ce dernier accompagné de Inia, la mystérieuse sorcière, qu'on a pu voir aussi dans le tome précédent, qui flirte avec les sorts interdits, et ils vont confronter nos deux personnages à le choix de soit garder la magie secrète aux gens non initiés au détriment des pouvoirs de trouver, au détriment de pouvoir trouver un moyen de vraiment les aider. Malgré les explications de Coco, Custas va vouloir les inclure dans leur plan. On a aussi une petite histoire avec le prince du royaume qui se cache et rencontre Tétia un peu à la fin du tome. Et justement, reprenons avec Tétia qui fait la connaissance du fils du roi qui se cache pour partir explorer un peu le festival. Tétia l'aide un peu en échange, et échange leurs vêtements pour passer plus inaperçu. On a un passage assez important du prince qui se dit que ce serait génial si les sorciers et les humains pouvaient être amis. Tétia comprend pas forcément trop sur le moment, parce que pour elle, voilà, ils sont déjà amis, ils ont passé des petits moments ensemble. Mais quand on regarde un peu la réaction du prince et les éléments qui se sont passés aussi au château dans le tome précédent, on se dit qu'en fait cette amitié est peut-être seulement une façon détournée pour dire que le royaume pourrait compter sur les sorciers en cas de conflit avec un autre pays. Du côté de Coco et Tarta, Custas leur demande de présenter un sort à la fête de la nuit d'argent pour pouvoir avoir une audience avec le roi. Ces derniers cherchent une idée qui pourrait permettre d'accomplir ces objectifs et tombent en mille sur Darda, déboussolé, en train de chercher son fils. C'est là qu'il remarque sur sa poitrine un sort interdit qui est dessiné, et qu'il s'agit d'un sort qui permet de remonter le temps d'une journée, mais qui n'annule pas forcément la mort pour autant. Ça attire en plus l'attention de la milice magique avec un mec qui s'appelle Garga. Garga qui se retrouve ses souvenirs liés avec Garga qui se retrouve avec tous ses souvenirs liés à la magie effacée par la confrérie du Capuchon suite à cet affrontement. Une lourde perte pour la milice magique et surtout pour le compagnon de Garga qui souhaite que les sorts interdits, qui souhaite utiliser un sort interdit pour le permettre de retrouver la mémoire, soit utilisé pour essayer de le sauver. On assiste à pas mal de dénouements dans ce tome, avec le retour d'anciens personnages qui nous questionnent un peu plus sur les frontières qui existent entre les humains et les sorciers, qui vivent dans deux mondes séparés. Elle essaie de garder le secret de la magie et ça finalement crée une frontière entre ces deux groupes, alors que les sorciers créent justement des artefacts magiques pour rendre la vie plus facile aux humains. Dans le tome 11, la fête de la nuit d'argent se termine avec un défilé où chaque sorcier montre son invention. On retrouve aussi Suzy et son maître qu'on a pu voir dans le chapitre bonus du tome 7. On est dans un passage où chaque personnage donne un peu sa vision de la magie. Chacun le voit d'une façon différente, comme le fait de pouvoir protéger, d'apprendre, d'aider et tout ça. Et le roi insulaire aimerait aussi pouvoir combiner ses compétences de médecine avec la magie des sorciers. Mais s'il fait ça, les sages le verraient plutôt comme une sorte de roi démon, parce qu'ils seraient capables d'utiliser tout le potentiel de la magie, et en même temps le potentiel de la médecine, et créer même des sorts interdits ou braver l'interdit, comme ce qui a été fait avec Durda, qui est de ramener des morts à la vie, ce qui n'est pas forcément quelque chose non plus très éthique. Durant le défilé, Coco essaie de présenter un sort qui, en gros, s'en met de l'eau sale dans une jarre, la rend propre et remet l'eau ensuite, on la rend propre lorsqu'on met l'eau dedans, mais les gens ne sont pas forcément trop convaincus parce que ça n'enlève pas la corvée de devoir ramener l'eau dehors. Agathe vient à la rescousse de Coco et elle rajoute une flèche pour que l'eau se transforme en poisson et se vide directement dans les égouts en volant par magie, ce qui provoque du coup un grand gain d'intérêt au public. Mais d'un coup, une sorte de grille noire géante apparaît dans le ciel près de la prison. On découvre que c'est l'ancien sage de l'amitié qui a utilisé un sort interdit sur l'autre prisonnier, donc celui qui
les lunettes pour attraper les vêtements, et qu'il a transformé en une sorte de grosse bestiole afin de le libérer de la prison. Dans le tome 12, du coup, on va apprendre qu'en fait, cette grosse bestiole, c'était des Sensuridos qui, à cause de la magie interdite, ont grandi, ont commencé à attaquer tout le monde. La milice magique et les sorciers se battent avec leurs armes, donc que ce soit le feu pour les sorciers ou les rubans avec la milice, pour essayer de les arrêter. Tandis que d'autres essaient de protéger la population avec des portails pour les mettre en sécurité et soigner les blessés. Garga essaie de sauver Inia, donc celui qui a perdu la mémoire, et son compagnon Adval propose à Garga de devenir son disciple pour éviter l'exil. On voit qu'il y a vraiment un lien particulier qui se déroule entre ces deux personnages et c'est cool de voir un côté plus humain avec des personnages qu'on ne connaissait pas forcément encore jusque-là. Titia aide aussi les gens blessés et apprend aussi d'une humaine à faire les premiers soins. Elle refuse des débuts puisqu'on a toujours appris qu'un sorcier ne devait pas apprendre la médecine. Et la femme dit une phrase que je trouve très intéressante: ceux qui souhaitent limiter les connaissances le font dans l'intention de dominer. Mais on sait déjà que c'est pour éviter justement que le monde tombe dans le chaos, mais qui nous dit que comme le roi, un sorcier au-dessus des sages ne pourrait pas garder ses compétences pour lui afin de pouvoir avoir plus de pouvoir que les autres, comme ce qui a été fait là avec l'autre sage de l'amitié qui m'a gardé les compétences et utilisé aussi un peu la magie interdite. Arrivé au château, Coco et Kifré rencontrent Enjindil qui commence à les attaquer et nous explique aussi qu'il veut créer une sorte de démon. Donc on apprend un peu plus aussi sur la création des différentes bêtes de cet univers. Je trouve c'est cool, on est tome 12 et on apprend, du coup ouais, il y a des manchots là qu'on avait vu un peu plus tôt qui étaient des manchots un peu spéciaux. Les loups écailleux aussi, on apprend qu'en fait c'est à la base des animaux normaux, mais à cause de la magie interdite, il y a des sorts qui ont été faits dessus et qui ont transformé l'environnement et transformé complètement des bêtes là-dessus. Et on nous applique aussi qu'à force de faire ça, ils ont même créé des fois des démons qui ont des sortes de bêtes féroces, fusion de plusieurs créatures qui était le cas dans l'ancien temps. On apprend aussi un peu les magouilles qui ont valu à ce sage de perdre le titre de sage de l'amitié et qui son but est en gros de gagner de l'argent pour essayer de prolonger sa vie. S'ensuit ensuite un combat entre Kifré, Enjindil, où Coco se retrouve blessé. Enfin, dans le tome 13, Coco est un petit peu mal en point et Kifré l'envoie à l'infirmerie pour qu'il se repose. Coco souhaite quand même le suivre et aider son maître pour retrouver Custas. Elle va réussir à faire un sort de fumée avec le sage Beldarut qui va lui apprendre sur le moment. Du côté des réfugiés, on retrouve le frère de Triss, Rérifin, qui nous explique un peu que l'ancien maître les battait à coups de fouet et qu'il avait fait une promesse de ne pas toucher à la sœur, d'où son caractère à l'époque. Il était un peu fou avec Triss, mais il a quand même à retrouver Triss et un peu plus heureux par rapport à l'époque, parce qu'on voit que les liens commencent à se renouer petit à petit et sautent carrément dans les bras. Le prince a aussi une idée de prendre les pics de Tétia pour en faire des abris pour aider les gens. La mère d'Agathe, on voit un peu un passage où la mère d'Art regarde tout ça et commence un peu à voir comment les enfants arrivent à se démener durant cette quête. On retrouve ensuite Suzy et son maître qui essayent de sauver les gens dans la ville, mais ils galèrent un peu parce qu'ils font la rencontre de Custas, qui a sauvé des gens dans la base ville qui n'avaient pas eu le temps de s'enfuir, mais en leur inscrivant un sort pour remonter le temps dans le corps. Le maître de Suzy est également au bord de la mort, donc elle hésite un petit peu à inscrire un sort pour remonter le temps afin de la sauver. Custas, à ce moment-là, il a un peu de foudrage et il va laisser sa place en lui disant que si elle hésite entre respecter la loi ou sauver une vie, c'est que ça prouve un peu l'absurdité de ce monde, ce qui est vrai, parce que clairement, s'il y a moyen de sauver une vie, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas essayer d'en profiter, malgré que ce soit interdit. La milice arrive et essaie de s'en mêler un petit peu pour essayer de l'arrêter, mais Coco arrive un peu à la rescousse pour que Custas explique que, en gros, lui, il veut seulement sauver des gens, il s'en fout il est pas trop, enfin, il s'en fout si c'est de la magie magique et si c'est de la magie interdite, tant que ça permet de sauver des gens et sauver des vies, pour lui, c'est tout ce qui compte. Et ils vont avoir une petite idée, Beldarut, le grand sage des magiciens, va créer une table du coup qui permet de remonter le temps aux personnes qui se trouvent dessus, qui permettra de soigner les blessures apparentes, et c'est un moyen un peu de rendre la magie interdite légale et d'en contrôler l'utilisation. Donc, au lieu de le graver sur la peau et que ce soit gravé sur les gens qui ne peuvent pas l'effacer, là ils vont utiliser une sorte d'artefact avec cette table qui va permettre du coup aux gens de revenir un petit peu dans le temps et soigner les blessures, parce que ça rentre bien dans le temps et les blessures arriveront quand même, mais ça permettra d'anticiper un peu tout ça et de les soigner directement sans forcément attendre et que les gens meurent à cause de tout ça. Et enfin on finit sur Kifré qui dit que apparemment il y a un événement qui empêchera Coco de sauver Custas et le tome s'arrête là. Donc on voit qu'on est vraiment sur la fin de l'affrontement, que les gens commencent un peu à être sauvés, donc je me demande vraiment ce que réservera le prochain tome. Sans doute du coup un passage peut-être avec Custas et peut-être encore des sorciers qui utilisent des sorciers du capuchon qui utilisent la magie interdite, qui vont peut-être faire leur apparition et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de connaître un peu la suite du tome.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a permis aussi de vous rappeler un peu des événements de l'Atelier des Sorciers. Je vais peut-être parler un peu vite, je vais quand même essayer de mettre quelques images de temps en temps pour mieux présenter un peu tout ça et peut-être vous raviver aussi un peu des souvenirs. En tout cas, j'avoue que c'était une très bonne lecture pour moi et je pense que ça me permettra peut-être de me rappeler aussi un peu des événements. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et nous la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.